Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Origine. Je suis trop contente parce que je reçois au micro non pas une, mais deux entrepreneuses qui ont créé leur propre marque. Si je te dis boissons fermentées, salopettes et apéro, tu as dû les voir passer sur LinkedIn ou sur Instagram. Je parle bien sûr de Cynthia Biardo. Biardo-Schfock. Ouais, ok. C'est déjà sur un premier loupé. Et Pauline Desfarges. Ouais, Pauline Desfarges-Pédron, tu peux dire aussi. Ok, ça marche. Et vous avez créé YOLO, la marque de boissons fermentées. Comment ça va les filles ? Ça va super bien. Ok. Il est 10h du matin, donc on va se chauffer. Avant de commencer, est-ce que ça vous dit de vous présenter toutes les deux en quelques mots ? Avec plaisir. Qui veut commencer ? Elle s'envoie la balle. Allez, j'y vais. Moi, je suis Cynthia. Je suis tourangelle, j'ai 33 ans. J'adore l'apéro, j'adore la convivialité et j'aime aussi le sport. Ok, trop bien. Et moi, je suis Pauline, du coup, cofondatrice de YOLO avec Cynthia. Je suis auvergnate, mais ça fait un petit moment que je vais à Paris. Et moi, je suis moins fan de sport, mais j'ai d'autres passions. Tu veux nous dire une des passions que tu as à la place du sport ? Bon, j'en ai plein, mais je dirais le shopping, ça en fait partie. On en fait un peu moins quand on est entrepreneur, mais... Trop bien. Comme vous le savez peut-être, dans l'épisode 1, on revient vraiment à l'origine de votre projet et de vos parcours. Ma première question, elle est très très simple. Cynthia, Pauline, comment et quand est-ce que vous êtes rencontrées ? On s'est rencontrés chez Cronenbourg. Ok. J'étais stagiaire, Pauline était alternante et c'était en 2016. Ok. Ouais, c'est Ok. ça. Et vous êtes rencontrés par quel biais ? Premier jour de votre stage alternance ou pas du tout ? On travaillait là-bas toutes les deux, on était en stage toutes les deux là-bas. Mais Pauline, c'est déjà là-bas. D'accord, ok. Depuis 1 an dans la boîte. Moi, j'étais un petit Allez. baby qui arrivait, c'est genre qui connaît personne. C'était ta première expérience ? En stage, non, c'était ma dernière expérience de stage. Ok. Ok, donc c'était stage de fin d'études. Mais Ok, c'est donc la t'étais déjà un peu vraie quand même- dernière expérience avant de te jeter dans le grand bain du CDI, quoi. Ok, Sachant que je suis plus âgée que Pauline en plus, donc ça marche. Et toi, comment ça s'est passé l'alternance, si j'ai bien compris ? Ouais, c'était l'alternance et du coup, on était toutes les deux en marketing, donc service marketing, mais on travaillait pas sur les mêmes marques. Ok. Et du coup, après, c'est une boîte qu'on a beaucoup adorée toutes les deux, et du coup, on est resté un petit moment dans cette boîte. Et du coup, c'est là-bas qu'on est devenus potes, Ouais. au-delà d'être collègues. Ok. Et c'était quoi vos missions marketing, mais j'imagine que comme vous bossiez pour des produits différents, Ouais. vous aviez peut-être des postes différents. C'était quoi vos postes ? moi je suis arrivée sur un poste d'assistante chef de produit sur la marque Tourtel Twist. D'accord. Et Ok. il avait du coup une grosse mission qui était analyse, qui était aussi une des raisons pour lesquelles j'avais choisi ce stage, parce que je maîtrisais pas les analyses à l'époque. Et donc je voulais connaître la partie bien comprendre le marché, analytique, analyse des panels, qui est très technique en tant que chef de produit. Et une partie quand même communication, parce qu'à l'époque, Tourtel était une des petites marques du portefeuille. Donc du coup, tu faisais une mission vraiment à 360, aussi bien de la communication, de l'analyse, et aussi ce qu'on appelle du trade marketing un peu. Donc ta visibilité aussi en point de vente. Ok. Et j'imagine que quand tu es chef de produit projet, tu collabores avec plein de personnes chez Cronenbourg, tout C'est- type d'horizon, quoi. En fait, souvent, ce qu'on dit, c'est que le poste de marketing, c'est le chef d'orchestre du service, parce qu'en fait, tu fais tout, mais tu fais rien. Parce qu'en fait, justement, typiquement, tu vas avec les équipes commerciales pour savoir de quoi ils ont besoin pour bien vendre le produit, avec les équipes sur le terrain pour voir justement ce qu'ils vont développer, tu vois, le trade marketing. Je parle de trade marketing, mais en vrai, c'est des équipes qui vont dire, OK, on veut développer un verre et on va le co-construire ensemble. Et donc, du coup, nous, on est juste là pour les accompagner en disant, OK, la marque, on veut la mettre là par rapport à la cible qu'on a. Mais du coup, comment on fait ensemble pour que ce que nous, on a dans notre tête et ce qu'on a vu dans nos études puisse fonctionner ? Parce qu'en vrai, si on y est tout seul, on n'y arrivera pas. Ouais. Ok. Et toi, tu bossais sur quel type de produit ? Moi, j'ai démarré sur Grimbergen, donc Ok. marque d'abbaye pour le coup. Mais après, j'ai fait plusieurs marques. J'ai bossé sur Carlsberg. J'ai aussi bossé sur Tourtel Twist. C'est là où vous avez un peu copiné ou Et vous en fait, étiez déjà avant ? Même Non. pas, parce qu'on n'a jamais Premier bossé. mois, on est devenus copines. Ouais. Et on Premier n'a jamais, apéro. bossé ensemble sur la même marque. C'est-à-dire Ok. qu'on a souvent partagé nos expériences sur nos marques différentes, mais on n'a jamais bossé ensemble sur la même marque. Et par contre, ce qui est hyper chouette chez Cronenbourg, c'est que du coup, tu peux comme ça passer d'une marque à une autre. Je me rends pas compte, c'est quoi comme taille d'entreprise ou même comme taille d'équipe marketing ? Pour le service, je dirais qu'on était 25, peut-être, quelque chose comme Peut-être ça. un peu plus, ouais, j'aurais dit 30, 35 peut-être. Ouais. En France ? En France. Ok, et La j'imagine boîte. que pareil dans le monde, chaque pays doit avoir un marketing un peu spécifique par rapport à son marché. Exactement, oui. Sachant C'est- que la société Cronenbourg appartient au groupe Carlsberg, qui est un groupe danois. Donc Ok. le siège était au Danemark, à Copenhague. D'accord, ok. Mais Ok. Cronenbourg, c'est 1200 personnes.
si je dis pas de bêtises. Ouais. Et sachant qu'il y a une grosse partie à la brasserie, du coup, qui était à Aubernais, qui est d'ailleurs à Aubernais, à côté de Strasbourg. Ok. En Alsace. Trop bien. Ouais, ok. Et justement, vous en retirez quoi un peu de cette expérience Cronenbourg, au-delà de ce magnifique partenariat et association maintenant? Moi, j'ai adoré mon expérience chez Cronenbourg. Je ne pense pas dire de bêtises pour dire que c'est la même chose côté Cynthia. C'est une entreprise déjà où il y a une bonne ambiance en termes de valeurs, d'esprit d'équipe. C'était une super expérience. C'est aussi un grand groupe, donc qui t'apprend les bases, les process et comment fonctionner, comment réfléchir. Ouais. Mine de rien aussi, on est devenu un peu expert de la boisson grâce à cette expérience chez Cronenbourg. Il y a plein de choses qu'on a apprises là-bas. Et avantage aussi chez Cronenbourg, c'est que le marketing, il y a beaucoup de postes qui sont 360. Donc, on va faire du marketing stratégique et du marketing opérationnel. On va travailler sur plusieurs marques. Du coup, on voit vraiment tous les aspects du marketing. Ok. Est-ce que tu veux expliquer un peu la différence entre les deux ? En fait, il y a une partie plus stratégique où là, on va être sur la stratégie de marque, innovation. Une partie plus opérationnelle, là, ça va être plutôt comment est-ce qu'on met en avant, la promotion, la communication. Et du coup, le fait de voir vraiment tous les aspects fait que quand tu lances ta boîte, du coup, tu as vraiment toutes les cartes en main pour lancer ton produit, quoi. Donc, j'imagine que, par exemple, tout ce qui est salon, vous en avez déjà fait 1000. Et c'est quelque chose que vous connaissiez grâce à Cronenbourg ou... Non, les salons, pour le coup, on en faisait très peu. Ah ouais tu vois, si on schématise, et on rentre un peu dans le stratégique opérationnel, quand tu es sur le market opérationnel, c'est grosso modo, typiquement, OK, la communication, qu'est-ce que je vais faire sur les 6 mois à venir ? Comment je prends la parole sur les réseaux sociaux ? La communication en point de vente, ça va être quoi les images qu'on va mettre ? Quel est le message qu'on va dire ? C'est découvrir telle innovation, ce qu'il en est. Quand tu es plus ce qu'on appelle le stratégique, où ça va être plus, tu vas bien analyser par exemple tes chiffres. OK, tous les mois, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, quel rêve fonctionne. OK, tu vas faire des études qualitatives et quantitatives sur le marché à venir. J'en sais rien, tu vas, on sent par exemple, j'en sais rien, Grimbergen rouge sur Carton ou Lef a lancé une nouvelle innovation. On l'a pas, pourquoi ça fonctionne ? Et du coup, tu es plus dans la partie analyse et tu anticipes un peu ce qui va arriver après. Okay, c'est génial d'avoir cette... Sur la partie opérationnelle, tu es plus vraiment qu'est-ce qui fonctionne au day-to-day ou alors comment je communique sur la marque. Ça peut être c'est plus long terme, c'est à 6 mois. Mais c'est ça en fait où opérationnel, tu es plus dans tu génères des choses aujourd'hui. Tu produis, Tu produis ou tu vas faire des identités visuelles. Tu vois que souvent, quand tu es dans l'innovation, tu es plus long terme. On va retravailler l'identité visuelle de... Moi, j'ai bossé sur Grimm. C'est un peu poussiéreux. Comment on remet un peu de quelque chose de plus lumineux derrière la marque. Et donc, ça, c'est des trucs de plus longue haleine, en fait, que tu as travaillé. Et tu vas faire des tests un peu analyse derrière. Et ce qui est assez dingue aussi, c'est que les marques sont... Il y a beaucoup de marques, et du coup, des marques très différentes. Et des circuits de distribution aussi différents. Typiquement, on a pu voir la grande distribution, avec une marque comme Tourtel Twist, par exemple, qui est très grande distribution. Et on a pu voir des marques comme Carlsberg, qui est très, ce qu'on appelle CHR, du coup, café, hôtel, restaurant. Et du coup, quand on lance une marque de boisson, c'est bien d'avoir aussi cette vision 360, quoi. Ouais, j'imagine que c'est votre premier pas pour avoir peut-être un réseau, des contacts, non ? Alors, on est parti en très bons termes de chez Cronenbourg. Oui, donc ça, c'est bien. Déjà à savoir. Donc, en effet, on est toujours en contact et on a un réseau grâce à Cronenbourg. Ça, c'est sûr. Ouais, ok. Et à part Cronenbourg, est-ce que vous avez d'autres liens avant ça avec le milieu de la boisson d'une certaine manière ou c'est vraiment votre première expérience et premier pas dans cet univers ? Alors, la boisson... je dis ce mot de manière générale pour inclure spiritueux, vin, sans alcool, alcool, etc. La boisson, pas forcément, mais l'univers grande distribution, un peu. Puisque moi, j'avais fait un passage très court chez Auchan, pour le coup, en stage aussi, pendant 3 mois. Et Cynthia, elle, par contre, elle a une expérience un peu plus poussée aussi côté grande distribution. Parce qu'elle avait fait un passage chez Casino, quand même. Ah oui, moi j'ai... Elle a l'air surprise. Je connais son parcours. Non, en vrai, oui. Moi, j'ai toujours été une passionnée sur la partie agroalimentaire au sens large. Et la partie de voir les produits, j'ai jamais été très luxe ou autre. J'aime les choses que tu peux voir dans ton quotidien. Donc, tu vois, j'ai travaillé dans les jouets, tout ce qui est un peu entertainment, ça m'a toujours passionnée. Et la food au global. Mais je n'avais pas d'expérience du tout dans la boisson avant Cronenbourg. C'est un peu arrivé par hasard. Et du coup, qui m'a fait découvrir l'univers de la boisson et qui m'a fait me poser des questions après pour en chercher plus. Tu vois, aujourd'hui, je prends des cours de barman pour apprendre à faire des cocktails et comprendre comment les alcools fonctionnent. Mais à la base, c'est en découvrant l'univers que j'ai découvert que c'était un truc hyper riche de comment ça fonctionne, la fermentation, les arômes, les assemblages et autres qui m'a fait aimer ça et me donne envie d'aller encore plus loin aujourd'hui.
Ok. Et alors, justement, une question qui vient, comment vous en arrivez à créer YOLO? Genre, est-ce qu'il y en a l'une de vous deux qui avait cette idée en tête et qui s'est dit, allez, j'en parle à l'autre, peut-être ça va prendre. Juste comment ça se passe? Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui ont créé ça. Je pense qu'il y a j'ai identifié 3 éléments. L'analyste revient. Déjà, Pauline et moi, on n'aimait pas la bière quand on arrivait chez Cronenbourg. Genre, on arrivait chez Cronenbourg, on n'aimait pas la bière. Je bossais sur Tourtel Swiss, donc c'était moins gênant. Ouais. En tout cas pour les dégustations. Mais à la base, j'aimais pas ça. Par contre, j'adorais tout l'univers qu'il y avait autour de la bière, la convivialité, c'est des produits qui sont accessibles, c'est naturel. Et après, j'ai découvert plein d'autres choses, mais il y avait un truc autour de la bière que j'adorais, qui fait l'artisanat. L'artisanat, qui fait que j'ai voulu bosser pour cette boîte, parce que malgré tout, j'étais pas fan du produit. Donc ça, c'est un des premiers points. Pour moi, il y en avait un deuxième qui est quand même... on étudiait quand même le marché et ce qui se passait dans d'autres pays. Et tu as quand même un mouvement qui venait au moment où on réfléchissait à ça, qui était les hard seltzers notamment, qui étaient en train d'exploser aux US et qui commençaient à arriver en France à peine. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est que le hard seltzer? Hard seltzer, en fait, c'est des boissons fermentées et aromatisées aux fruits qui explosent aux US. Et en gros, l'idée, c'est que tu fais fermenter juste de l'eau et du sucre. Ça crée de l'alcool. Et après, tu viens faire des aromatiques. Souvent, ça va être appelé des eaux pétillantes alcoolisées. Donc, tu sens pas le goût de l'alcool. C'est très peu calorique. Et l'aromatique va plus venir de l'arôme... l'arôme un peu comme tu mettrais, sauf que nous c'est des vrais fruits, mais eux c'est naturel, mais c'est pas du, c'est pas des arômes, quoi. C'est des arômes naturels, mais des arômes naturels. Et voilà à peu près. Donc toi t'observais sur le marché qu'il y avait aux États-Unis notamment ce boom un peu du hard seltzer. Je le suis depuis plusieurs mois, et il y a des marques qui sont arrivées en France que j'ai goûtées, certaines que j'ai aimées, d'autres dans lesquelles je me suis moins retrouvée. Donc on a vu cette chose-là qui est arrivée et comme nous à la base on n'était pas fans de bière, on trouvait le concept hyper intéressant. Et un troisième point qui était c'était la période du Covid. Ça nous paraît loin maintenant, mais c'est quand même des moments où en fait tu te retrouves face à toi-même à te demander ce que tu as envie de faire. Et j'avais pas mal d'entrepreneurs autour de moi, donc du coup je voyais leur journée, je voyais les miennes à passer mon temps à faire des slides qui n'avaient pour moi pas de sens, et de eux qui pouvaient pivoter en 2 secondes sur les choix qu'ils faisaient, et en fait tout ce qu'ils faisaient était eux. Du coup, j'avais ce besoin entrepreneurial, plus les besoins qui se créaient, des choses que je voyais qui m'intéressaient. Et du coup, j'ai changé beaucoup avec Pauline là-dessus. Et c'est de là, en fait, où on a toutes les deux... on s'est parlé des besoins, de ce qui passait là-dessus. Et on a initié le projet, mais un peu par hasard, en fait. Et je pense que ça coïncidait aussi à une période où on a parlé du rachat de Cronenbourg par Carlsberg. Donc, le groupe était de plus en plus présent aussi chez Cronenbourg. Nous, on commençait à avoir... 5 années d'expérience dans la société chez Cronenbourg. Fait un peu le tour. Voilà, alors fait le tour. Je pense qu'on peut chez Cronenbourg aussi changer de service et tout. Il y a des choses qui sont magiques à faire, mais en tout cas, on commençait à être de plus en plus autonome. On avait besoin de cette autonomie. Et à l'inverse, il y a un gros groupe qui commençait à du coup mettre en place plus de process. Donc je pense que tout ça réuni, ça a été le déclencheur pour. Et souvent, je trouve qu'à cette période-là de ta vie, selon le poste où tu as évolué, en tout cas quand tu as bossé dans des gros groupes, tu as 2 solutions. Soit tu prends le poste du dessus, soit tu vas dans une autre boîte. Ouais. Et du coup, tu te projettes sur tes boss, sur les big boss, et tu dis, est-ce que c'est ça que j'ai envie ou est-ce que j'ai envie? Et c'est vrai que nous, à ce moment-là, on n'avait pas d'enfance, toujours maintenant. Et donc, effectivement, on se dit, qu'est-ce qu'on fait, en fait? Et donc, du coup, on n'a rien à perdre. Donc, t'as ce petit FOMO où tu dis, OK, j'y vais, j'ai envie de tenter. Ouais, c'est maintenant, il y a un peu c'est maintenant ou jamais. Ouais. C'est à quel moment du Covid, en 2020, que vous avez cette première bribe d'idées Fin 2020. Donc, fin 2020, ok. Juste avant le 2e confinement. Ouais. Ok, yes. Ça nous ramène à ça. Ok. Non, 2019. Non, 2020. 2020. Il n'y a pas encore le fou. Oui, 2020, parce qu'on a mis un petit peu plus d'1 an et la marque a été lancée officiellement en 2022. Donc, ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est quoi, quand on parle à ta collègue, qu'est-ce que tu lui dis? En vrai, c'est quoi peu le pitch Sachant que c'était pas juste une discussion. Elle s'est fait des petites dégustes de hard seltzer de son côté. Cynthia est très curieuse. Super. c'est la curieuse de la bande. Donc, elle s'est fait des petites dégustes de son côté. Enfin, en fait, ça a été quand même un truc sur le long terme. Ça n'a pas été juste une discussion et on y va. Ça s'est fait un peu sur le long terme et elle croyait vachement au hard seltzer. Alors peut-être pas exactement comme aux États-Unis sur la partie France, mais il y a eu pas mal de discussions qui ont mené au lancement finalement. Je la débriefais en fait tout le temps de ce que je faisais et autres. Et pour la petite histoire, en fait, à la base,
c'est une personne autre à qui que j'avais mis dans les dégustations qui me dit mais pourquoi tu le lances pas en fait Parce que du coup je pensais plus me dire bah tiens je vais rallier un projet qui existe déjà plus que de le faire moi-même. Et en discutant il me fait mais fais-le en fait. Enfin tu viens du c'était même pas une idée qui était possible pour moi de le faire moi-même. Du coup je me suis dit genre ah ouais why not. Et j'ai failli m'associer avec cette personne où je me suis dit en fait non pas du tout. Enfin c'est pas du tout une bonne idée. Et Pauline un jour m'a envoyé le fameux message où elle m'a dit moi je suis chaude. Est-ce que ça en est où ton projet Ça en est où ton projet ça part un peu. Et elle me dit bah moi ça peut me chauffer en fait. Et ce qui est rigolo, c'est que moi, en parlant à une pote, je lui raconte ce que fait Cynthia et elle me dit mais pourquoi tu le fais pas avec elle? Donc, en fait, c'est... Ouais, parce que à mon avis, t'avais l'air hyper enjaillée et tu dois avoir genre comme les autres, vous avez maintenant en fait, elles ont les yeux qui pétillent, vous voyez pas ça mais c'est beau. Je me dis que quand t'as quelqu'un qui fait ça, tu fais mais attends pourquoi est-ce que toi tu le fais pas en fait? Et il y a quelque chose, alors je sais pas si c'est vrai aussi pour Cynthia, mais moi le côté entrepreneur m'a toujours hyper impressionnée et je me suis toujours dit oh là là mais ça doit être tellement dur. Enfin en fait c'est hyper inconnu quand t'as pas fait une formation là-dedans, je trouve. Et tu te dis que tu pourras jamais faire ça parce qu'il faut avoir fait une formation d'entrepreneur ou enfin en tout cas ça te paraît hyper abstrait sur tu commences par où, y a pas de cadre en fait. Ouais, ça change totalement ta vie en fait. Donc en fait vous avez quitté vos CDI un peu stables, sécurisés pour l'inconnu. Là à 100% je pense sur plein de choses. Tu réalises pas. T'as un peu un inconnu mais qui te stimule, que t'imagines, qui est pas toujours exactement comme tu l'as imaginé. Sinon tu te lances pas, je pense. Tu te lances jamais si tu sais. Et effectivement, en plus je pense que c'est ce que je disais, on discutait avec Pauline pas mal. Lancer sa boîte quand t'es en sortie d'école ou lancer ta boîte quand t'as déjà en fait travaillé, tu commences enfin en fait à être au niveau financier qui est cool. Et en fait, tu fais une sorte tu rétrogrades qui est violent, mais qui est aussi stimulant. Et du coup, tu as aussi tout l'apprentissage qui te permet de monter une boîte différemment. Donc, je pense que je l'aurais jamais fait en sortie d'études. Ouais. Mais on était déjà dans une démarche de comment... Enfin, moi, j'étais déjà dans une démarche entrepreneuriale de j'ai envie de lancer un business. Et je pitchais souvent à Pauline avant d'avoir lancé YOLO. Je lui ai pitché quelques idées qu'elle n'a jamais suivies. On peut les avoir ou pas? Oui. Alors, je pense... Dans mes idées, il y en a une, je voulais absolument lancer une couette, mais éco-responsable. Pourquoi? J'ai une couette en plume d'oie et je trouve qu'elle est incroyable. Elle est d'une douceur et genre c'est un petit nuage. Et j'étais là, mais c'est horrible. Et les petites oies à qui on a enlevé leurs petites plumes, pour moi, mon petit confort de dodo, et je me dis, genre, c'est honteux. Et en même temps, je suis là, genre, je peux pas ne pas dormir avec. Je choisis, tu vois. Et j'étais là, genre, on doit pouvoir trouver une solution. Tu te balades avec ta couette en vacances ou... Franchement, je pourrais. Et j'en avais une autre, c'était faire, tu vois, les caddies pour les personnes âgées. Enfin, pas pour les personnes âgées, mais tu sais, les petits caddies de course. J'étais les caddies de course, c'est trop pratique. Et franchement, c'est pas du tout design. Stylé. Ouais, franchement, c'est toujours des marques de MDD, t'as toujours des logos dégueux. Enfin, il y a rien de beau. Et en même temps, franchement, c'est pratique. Donc, je voulais faire du Chanel de caddie. Ouais, caddie de course stylé, quoi. Bah, en vrai, en plus, aujourd'hui, vous baladez souvent avec des bouteilles, donc j'imagine que t'as pas envie de te péter le dos et t'as pas envie de... Moi, avec le podcast, là, j'ai une valise qui est remplie dans les escaliers à Saint-Lazare. J'étais pas contente. C'est l'enfer. Ouais. C'est notre phrase qu'on se dit tout le temps depuis qu'on a lancé YOLO, c'est la prochaine fois on lance un service. C'est clair. J'adore. Et donc, juste au moment où toi, tu commences un peu à matérialiser ça, t'as quand même dit que t'avais des amis entrepreneurs dans tes amis proches. Est-ce que, enfin, justement, ça t'inspire à te lancer, Ok, parce que j'imagine que vous parlez à l'apéro un peu de comment ça se passe pour eux, pour elles, etc. Je pense que ça m'a mis dans ce mood-là de, en fait, c'est possible. C'est possible, ils l'ont fait, je vois leur quotidien. Et c'est ça, en fait, qui m'a commencé à m'auto-poser des questions sur... ça m'a mis dans une démarche que je pense je n'aurais peut-être pas eu. Ok. Et c'est en décembre 2020 que vous décidez de quitter votre poste ? Alors... On l'a fait de manière un peu... Je pense que c'était ça aussi qui était rassurant pour nous à l'époque. C'est qu'on a commencé à bosser sur le projet tout en étant chez Cronenbourg. Ouais. Donc ça, c'est en se disant, en fait, on va le faire step by step. On va commencer par essayer de développer une recette, trouver un lieu pour le produire. Une fois qu'on aura tous les éléments, peut-être qu'on quittera notre CDI. En fait, c'était... Okay. Voilà. Et c'était un conseil que j'avais eu d'un pote entrepreneur, parce qu'à un moment, le projet avance et tu te dis, mais je pourrais être à fond sur le projet. Faut que j'ai envie de tout quitter pour le faire. Il m'a dit calm down. En fait, le temps où tu gagnes de l'argent là et le temps en fait que tu as après, il est petit en fait. Donc va jusqu'au max et tant que tu n'as pas de produit qui sort que tu peux voir qui va générer du chiffre d'affaires, fais au max que tu peux
en faisant les deux, même s'il y a un moment où tu as envie de partir. En fait. Quitte à avoir 2-3 mois ou plusieurs mois où vous êtes à vivre la journée, de taf, quoi. Exactement. Et en fait, plus votre vie sociale à côté, si vous en aviez peut-être. Mais ça, c'est un super bon. Ouais. Ça, c'est un super bon conseil perso qu'on m'a donné. De pousser au max, en fait, tu peux faire les deux. Et ne pars pas en fait, dans ton projet où en fait, tu vas avoir des temps de latence, tu vois, finalement, le temps d'avancer la recette, le temps d'avancer tel ou tel élément, le retour des designers. Enfin, tu as tout ça qui doit avancer. Et si tu peux gérer les deux en parallèle, en vrai, il n'y a personne qui est là dans la rue en train de dire je veux de la YOLO à l'apéro, tu vois. Donc, je veux dire, 6 mois, 1 an, tu vois, c'est pas grave au final. Tu peux attendre. Surtout sur un produit où il y a du temps de développement, en fait. Il y a peut-être d'autres business sur lesquels c'est plus facile de le faire directement. Mais... moi, par exemple, je suis product designer, donc je fais des applications et des sites. C'est clair que si jamais demain, j'ai une idée de site ou de produit ou de service, comme on a dit tout à l'heure, je peux lancer vite une landing page, tester, voir ça marche de mon ordi sur mon canapé, quoi. Là, effectivement, la recette, tu peux la lancer. Si elle est mauvaise, par contre, exactement, elle ne restera pas longtemps, quoi. C'est ça. Donc, ok, super intéressant. Alors, j'ai lu aussi que c'est quand même vous avez eu un petit coup de pouce du CPF, donc le compte professionnel de formation. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu tout ça ? Faites-moi rêver avec le CPF. Il n'y a pas que des arnaques au CPF. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ce sera le titre du podcast. Non, nous, ça nous a bien aidé. En fait, au moment où on a voulu se lancer, on a repris les choses step by step. Ok, il nous faut une recette. Comment est-ce qu'on développe une recette ? On sait faire chez Cronenbourg avec un budget innovation, avec des équipes innovation qui développent un produit. Mais là, c'est totalement différent. Comment on fait toute seule ? Donc ça, j'imagine, donc vous avez été un peu dans les coulisses de lancement de nouvelles boissons chez Cronenbourg ? Oui, on travaillait avec des brasseurs. En gros, frère, nous, on va dire, je te prends l'exemple, la dernière innovation sur laquelle j'avais travaillé, c'était QV85 de Grimbergen. On se dit, OK, il y a une tendance de fond sur les boissons très fortement alcoolisées sur les ABI. On n'en a pas, on fait des études. Et donc, du coup, là, tu vas travailler avec ton brasseur en lui disant, tu vas goûter tous les produits, tout ce qu'il y a sur le marché, tu vas regarder un peu tes tendances, tu te dis, OK, c'est génial. On doit développer une recette plus forte. OK, c'est 8,5, c'est 9, c'est 7. Tu étudies avec eux et tu fais aussi des tests sur les goûts. Et du coup, tu dis, voilà, nous, selon Grimbergen, voilà, on aimerait travailler ça. Et donc, du coup, ton brasseur co-travaille avec toi, tu fais des dégustations, tu fais goûter à des panels. Et du coup, tu fais des allers-retours avec lui. Donc, toi, tu dis les mots, mais t'es pas dans la mamelle de il a rajouté tel houblon, telle levure, tel truc. Tu vois le process global, mais t'as effectivement pas la technicité pour toi peut-être le répliquer demain chez toi à la maison, quoi. Où il va te le dire, j'ai changé un peu ça, il y a un peu plus d'amertume, il y a un peu moins d'amertume, il y a un peu plus d'intensité d'alcool, ou j'ai mis plus de ça. Mais du coup, tu vois pas la mamaille exactement. Et tu connais, forcément, tu connais un peu le process pour faire une bière parce que tu travailles dans le domaine, mais t'es pas brasseuse, quoi. Donc tout ce qui est température, etc., tout ça, on maîtrisait pas, quoi. On connaissait pas. Ma sœur a fait une formation de brasseuse l'année dernière. Okay. Et elle m'a dit, elle m'a montré des exercices ou autres qu'elle devait faire, la technicité du truc. C'est de la physique. C'est ça. Elle m'a dit, en fait, c'est de la physique. J'étais, alors moi, il y avait plus la fermentation qui m'intéressait à autre, mais moi, ça m'a même mis un pas de recul en mode, c'est moi qui suis pas du tout maths, logique, etc., plus créatif. J'étais, bon, peut-être pas ça alors. Bon, après, ça s'apprend. Je pense que quand on a la passion pour et le temps, ça s'apprend aussi. Hein. Je pense que c'est de la pratique, tu vois. Et on a eu la même logique que toi. Et donc, du coup, effectivement, on se dit, il faut une recette. On n'a pas de budget. Enfin, on n'a pas d'argent. On n'est pas riche, on n'a pas d'argent, mais on a envie d'avancer sur le sujet. Et on s'est dit, OK, il faut trouver quelqu'un pour le faire. Au début, on a voulu trouver des brasseries en se disant, tiens, nous, on gère la partie marketing. Il nous faut quelqu'un pour la partie production. Donc, on a contacté plein de brasseries pour leur proposer d'intégrer notre projet. D'être embouteilleuse, en fait, entre guillemets. Recette, en fait, on se disait, on va avoir besoin d'un lieu pour le produire, mais vu que c'est des brasseurs, potentiellement, ils peuvent aussi nous faire la recette en même temps. Donc, en fait, on se disait... On co-développe. Voilà. Ouais. Donc ça, c'était l'idée de base. Et donc, on a écrit des messages à plein de monde. On a contacté sous des faux noms parce qu'on ne voulait pas qu'on sache que c'était nous. Ah oui, pour pas faire le lien avec Cronenbourg. Donc, on écrivait à plein de gens avec des faux noms. Et il y en a personne ne nous a répondu de manière positive. Ah ouais ? Personne. C'était quoi la réponse ? C'était juste non ou c'était argumenté ? Parfois, ils nous assimilaient du coup au hard seltzer, qu'ils trouvaient du coup très peu qualitatif. Où ils disaient, c'est pas un vrai produit fermentaire, il n'y a pas vrai travail, ce que je peux comprendre. Et nous, on disait, mais non, nous, ça n'a rien à voir, on va faire fermenter des fruits. Mais en fait, du coup, et on disait jamais d'ailleurs ce mot-là. Et on dit, on veut juste faire une boisson innovante avec un nouveau travail fermentaire sur du fruit. Et en fait, ceux qui nous répondaient allaient dire ça. Ou alors, après, tu avais aussi un point où je pense que la période du Covid avait été compliquée et ils anticipaient le moment où ça allait repartir. Ouais. Du coup, ils sont là. En fait, on doit déjà gérer notre business. On n'a pas le time d'aller bosser là-dessus. Okay. Donc, je pense qu'il y avait un mix des deux où ils avaient une mauvaise image de ce qu'on allait faire, où ils nous voyaient
très opportuniste et pas forcément avec une volonté de faire un vrai travail un peu plus complexe et abouti. Et le temps, et en plus, on ne pouvait pas leur dire « mais non, on vient du secteur », on était « bon, ok ». Ouais, puis c'est vrai que vous arrivez dans un contexte où, pour vous, c'est l'occasion de mûrir un nouveau projet et un nouveau départ, mais à la fois, effectivement, pour le marché, catastrophique. Peut-être les bières un peu moins, parce qu'il y avait pas mal de consommation ou autre. Exactement. J'avais vu que Brickhouse, notamment, ils avaient énormément livré dans la région lilloise pendant le confinement, et qui s'est justement ouvert à ça. Mais c'est clair qu'à mon avis, tu as autre chose en tête, gérer tes employés, pouvoir les payer, te payer toi, plutôt que d'aller faire de l'innovation et t'intéresser à un autre projet. Sachant qu'il faut savoir que dans le milieu de la bière, quand même, le gros de la rentabilité se fait quand même dans les bars. En gros, c'est quand même le secteur là où en grande distribution, les prix sont plutôt tirés par le bas. Donc quand les bars sont fermés, c'est plus compliqué pour les brasseurs aussi. Ok, super intéressant. Et sachant que là, ce dont on parlait, ça a un nom, en fait, de faire produire sa bière ou sa YOLO, quelque part. Ça s'appelle du brassage à façon. Donc c'est une des stratégies des brasseurs aussi pour faire entrer du chiffre d'affaires. Donc c'est-à-dire, ils brassent des bières pour d'autres. Brasser une autre bière quand t'es brasseur, c'est plus ou moins hyper simple, parce que c'est le même process. Nous, il y avait quand même un challenge de... Est-ce qu'on va réussir à le produire ? C'est un nouveau process, donc c'est quand même innovant. Est-ce qu'on va savoir le faire ? Est-ce que leur marque va marcher ? Parce que du coup, c'est innovant. Est-ce que ça va vraiment faire des volumes ou il ne faut pas que je mise sur la petite marque locale d'à côté de bière Oui, parce que ce n'est pas une collab avec un bar à cocktail qui veut intégrer une nouvelle bière dans ses cocktails. C'est un autre produit totalement différent. Donc, c'est aussi, pour eux, c'est peut-être un inconnu. Et comme vous l'avez dit, le timing, tout ça, ce n'est pas le moment, quoi. Ouais. La prise de risque, elle est énorme. Et donc, formation de brasseuse. Du coup, on s'est dit, puisque personne ne veut nous la faire, et on va apprendre à la faire nous-mêmes. Et donc, du coup, là, on s'est dit, CPF, je sais pas. Non, je crois que c'est un de ses potes qui lui a dit, mais regarde, il y a des CPF, tu peux faire des formations, regarde, il y a plein de trucs dedans. Donc, on a commencé à regarder et on a vu qu'effectivement, il y a des formations brassicoles. Donc, on s'est dit, en fait, si on apprend à brasser de la bière, théoriquement, c'est censé être différent, mais c'est un peu le même concept, on va y arriver. Et de là, en fait, en contactant plein de personnes, on a rencontré donc Théodore Bécard, qui a donc Brewing Theory, qui nous a dit moi, je peux vous former sur le côté brassicole, mais peut-être pas sur toute la bière, parce que c'est pas forcément tout ce dont vous voulez savoir. Je fais un peu une formation spécialisée pour vous. Et de là, en discutant, il nous a dit je vous accompagne aussi sur le développement de la recette. Trop bien. Et du coup, on a utilisé nos CPF, donc c'était grandiose pour nous, puisqu'effectivement, c'est toujours comment tu investis derrière. Ouais. Et sachant que tu lances le projet, je sais pas si tu avais cet élément-là aussi, toi, Po, mais on avait ce côté-là de le projet, on était là, genre, je vais lancer ma marque de boisson, mais en vrai, on n'avait rien dansé du tout. On était là en train de s'amuser le soir, genre, on fait des petits projets. Non, mais ça commence comme ça. Exactement, mais du coup, tu penses que tu vas le faire, mais en même temps, tu sais pas si vraiment tu vas le faire. Tu t'amuses, en fait. Et du coup, je pense que c'est ça qui, peut-être, a fait qu'on a pu lancer ce projet. Parce qu'on a l'impression juste de s'amuser. Et peut-être qu'on allait lancer, et peut-être qu'on allait rien lancer. Mais du coup, la prise de risque, c'est toujours des petites choses où tu rajoutais un peu d'argent. Mais c'était juste des petits plaisirs. Et du coup, on l'a pas vu qu'on allait sur ce projet-là à fond, finalement. C'était pas une période stressante, en fait. C'était intense, parce qu'on se voyait beaucoup après le boulot, etc. Mais c'était, c'est ça, on prenait du plaisir, en fait. Ouais. Et après, tu nous aurais vu à l'époque, du coup, cette formation, c'était... on part à Lille 3 jours, on se loue un petit Airbnb. Et voilà, en fait, tout était... En fait, c'était vous étiez encore chez Cronenbourg à ce moment-là ? Ouais. Et quand vous étiez avec d'autres collègues, vous en parliez du fait que vous allez faire une formation de brasseuse ? Parce que, on avait posé des parce que vous auriez pu dire, en fait, Cronenbourg, formation de brasseuse, il n'y a pas je vais faire une formation pour devenir agricultrice, tu vois, où là, tu peux dire, elle est peut-être en train de préparer quelque chose. En fait, à l'époque, alors moi, je pense que c'est la curieuse du groupe. Moi, je suis un peu la parano du groupe. J'avais très peur de tout le côté. On va penser qu'on fait de la concurrence ou en fait, on est personne par rapport à Cronenbourg. Je veux dire en termes d'échelle. Finalement, on leur fait pas d'ombre du tout. C'est même pas le même produit, etc. Ouais. Mais moi, j'avais très peur de ce côté-là, en fait. Donc, du coup, on l'a gardé secret. Pendant très longtemps. On avait une clause de non-concurrence qui était sur tout type de boisson. Qui pouvait faire concurrence à la bière. Donc du coup, c'est assez vague, donc, mais donc, ça peut... Ouais, oui. Donc sur le principe, non, je comprends. Auraient pu. Donc comme on avait peur de ça, on a tout fait un peu en cachet. Ça me rappelle, avant de venir, je réécoutais un podcast que j'aime bien écouter du Club des Motivés, c'est Nicolas de Olibelli, qui a interviewé avec Sarah, sa partenaire, Margot Combat. Margot Le Carpentier qui a ouvert Combat, et elle racontait justement que elle, pareil, elle était un peu parano, et elle a monté Combat le soir
après, elle bossait à l'Experimental Cocktail Club et elle a monté Combat le soir et elle était tellement parano qu'elle a quitté l'Experimental Cocktail Club et un mois après, YOLO. C'est fatiguée. Combat ouvrait parce qu'elle a tellement tout fait en parallèle. Parce qu'elle voulait sécure le projet à fond et enfin, je comprends en fait, t'as envie. Puis en vrai, j'imagine que vous en parlez peut-être quand même à vos familles ou vos potes. Oui. Donc vous aviez un cercle qui peut remettre en question. Exactement. Mais bienveillant. Alors que les collègues, n'importe qui peut vite commencer à s'immiscer dans ton projet, te donner un avis et donc te faire douter. Alors qu'en fait, à ce moment-là, que vous ayez eu que du kiff, je pense que sans ça, vous vous lancez pas en fait. C'est sûr. Donc c'est trop cool. Il y a juste 2 personnes. Enfin, là, chacune dit un peu à nos 2 mentors, notre mentor respectif un peu dans la boîte, qu'on valorisait beaucoup. Quand on a dû partir et prendre la décision, en gros, il fallait qu'on décide de partir, mais on n'osait pas le dire. On leur a un peu pitché le truc, on leur a dit, je crois qu'on va partir. Et il a dit, allez-y les filles, en fait. Et du coup, on a été un peu rassurés sur, ok, on est derrière, on est support. T'inquiète, ça va bien se passer, quoi. Je pense que vous n'êtes pas les premières en plus. Quand je discutais avec Simon d'Alabatarmania, qui me disait, chez Pernod Ricard, forcément, j'ai pris plein d'expériences et ça m'a motivé un jour à monter ma boîte, en fait. C'est une école pour. Donc, c'est comme dans les startups, il y a plein de personnes qui viennent au tout début pour voir comment ça fonctionne et qui un jour partent pour monter la leur, mais parce qu'en fait, ça te donne une envie, je pense, de voir tout ça. Tu dis, moi, quelle est ma vision ? Et puis, je pense que des fois, quand tu es un peu en désaccord avec certaines c'est peut-être certains lancements de produits où toi tu avais analysé un marché, tu dis il y a quelque chose là, on n'est pas en train d'aller dessus, tu dis go, en fait moi je vais y aller moi-même. Ça. Ok, donc la formation, vous sortez diplôme en poche, j'imagine, un certificat ou peu importe ce qu'il y a, avec des notions, on va dire. C'était 3 jours. Donc, c'était pas non plus, tu vois, ça reste une petite formation, mais en tout cas, on en savait beaucoup plus en sortant de là que juste avec notre expérience chez Cronenbourg. Donc là, on se dit, OK, Théodore nous envoie toute une liste de tout ce qu'on doit acheter, casserole, densimètre, tout. D'abord, lui développe une première recette. Donc on co-développe avec lui la première recette. C'est vrai. C'est quoi le brief ? D'abord, cette Nous, on se dit, on voulait faire 2 recettes. On pensait avoir le budget pour faire les 2, évidemment. On a d'abord lancé framboise. Et on se dit, OK, on voulait faire une recette sur une base de framboise et une recette sur une base de citron parce qu'on sait que dans les bières, la rouge et les agrumes sont les 2 qui fonctionnent le mieux. On sait qu'en soi, la agrume est plus importante parce que c'est la numéro 1. Mais on se dit, de notre expérience, on sait qu'à stabiliser, les fruits rouges, c'est l'enfer. Ok, donc parce que le sucre, il y a plus de sucre ? T'as plus de sucre, t'as de la pectine. Et donc, du coup, de la pectine, ça va souvent te faire des grumeaux dans les bouteilles. Et donc, t'as tout un enjeu un enjeu très complexe de stabilité de produit. Donc, on savait pas exactement tout pourquoi, mais on sait que les rouges, c'est l'enfer. Donc, on se dit, on va lui donner la framboise à faire. Et nous, on fera, avec notre petite formation, on fera nous-mêmes la citron parce que ça ne va pas être si compliqué à faire. Et sur la rouge, on se dit, on va choisir la framboise parce que c'est le fruit préféré des Français, mais aussi parce que c'est un des fruits le plus chers et qu'on n'a jamais eu le droit de le travailler chez Cronenbourg. Petit challenge. On me disait toujours non pour mettre dans les c'est beaucoup plus cher ? C'est très cher. C'est très cher. Jamais. On te met du cassis. Parce que le cassis est une très jolie couleur, mais ne coûte pas très cher. La cerise, à la limite, il y a beaucoup de cerise, mais c'est très vite sur de la crique. Donc non, en fait, sur des fruits rouges, en fait, on met très rarement de la framboise. Ou alors on va mettre rouge et on va mettre plein d'autres choses ou des arômes. Et c'est très cher. Les arômes, pour le coup, coûtent pas cher. Mais si tu veux mettre de la vraie framboise, de la purée de framboise ou des vraies framboises entières, là, c'est... Ouais, ok. Beau learning. Sachant que du coup, ce qui est assez rigolo, c'est quand on commence à travailler avec Théodore, notre concept, c'était de dire on va faire fermenter du fruit. Quand les hard sellers, on dit c'est de l'eau et du sucre qui fermentent et ensuite tu fais des jeux aromatiques, nous on dit on veut que tout vienne sur d'un produit brut et on va le mettre directement lors de la fermentation. Sauf qu'on fermente juste, on fait plusieurs tests, on fait des tests de levure, on valide la levure, on fait des tests de fermentation fruits. Et en fait, c'est ok bon, mais c'est pas non plus fifou. Et là on se dit genre mais ok, comment on pousse les aromatiques ? On a fait des tests quand même sur des arômes, même si fondamentalement on voulait pas d'arômes et on goûte et ce qu'on pensait des arômes en fait c'est très fort mais c'est pas très subtil, enfin c'est pas du tout ce qui nous ressemble. Et lors d'une formation, mais par hasard, juste avant d'aller prendre avant de prendre notre train, il y a Pontus qui travaille avec Théodore qui dit attendez, j'ai fait un petit test, j'ai refait infuser des framboises entières après fermentation. Donc en fait, tu as fait ton travail fermentaire de 4,5 degrés. Et après, tu fais un jeu d'infusion. Et on goûte et là, on fait « Oh, waouh !»
C'est trop bon. Ouais, parce qu'il y a la deuxième passe qui vient T'as la deuxième passe rajouter un peu de aromatique. goût. Ouais, ok, fou. En fait, c'est un peu comme, tu vois, le cidre, tu fais fermenter de la pomme, t'as pas un goût de pomme en tant que tel, t'as un goût de cidre. Ouais. Bah là, même principe, tu fais fermenter de la framboise, t'auras jamais la vraie Ouais, framboise. Le fait d'en rajouter après, là, tu te dis, ah, ok, j'ai ma framboise. Ouais, ok, t'as la première passe qui crée la fermentation et la boisson en Et termes l'alcool. de pétillant et de l'alcool, et après t'as l'arôme. Ah, c'est trop Exactement. cool. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de faire des jeux d'infusion. Parce qu'en fait, on n'arrivait pas à avoir juste le goût qu'on voulait, juste avec la base fermentaire. Donc on s'est dit, ok, sachant qu'après, tu as des trucs un peu de loi et aussi de stabilité, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de sucre pour pas que ça reparte en fermentation si on pasteurise pas. Plus, tu as des trucs un peu techniques qui sont rentrés dans le... D'où le fait de choisir la framboise entière. Enfin, il y avait plein de trucs un peu techniques qui sont arrivés au fur et à mesure de pourquoi on ne pouvait pas le faire comme on voulait au début. Ouais. Mais ce jeu d'infusion, il est arrivé comme une évidence et on est rentré avec notre bouteille c'était la cristalline pleine de YOLO. Et là, on l'a fait. Ah oui, j'ai vu la photo sur bah, Instagram. Dans le TGV, non? Exactement. Oui, elle est Exactement. géniale celle-ci, ouais. Et c'est là où on était genre, c'est bon, on a enfin notre idée de faire fermenter des fruits. Ouais. C'est bon, en fait, il y a un truc bon qui en ressort. Sachant que peut-être pour expliquer un peu plus pourquoi on est parti sur fermentation de fruits, nous on n'aimait pas la bière et on voyait qu'il y avait 40% des Français qui n'étaient pas fans du goût de la bière. Et du coup, notre idée c'était de se dire on va faire fermenter juste des fruits sans les céréales, ce qui fait qu'il n'y aura pas l'amertume de la bière, le goût de bière qui nous dérangeait. Ça c'était l'idée de base. Et pourquoi, à la différence d'Arstadier, on n'est pas parti sur la fermentation de sucre? Quand tu fais fermenter du sucre, du coup ton liquide il est transparent. Du coup, tu ajoutes des arômes, donc tu n'as pas de couleur de liquide. Pour nous, c'était hyper important. Et surtout, tu as un goût qui est moins naturel si tu mets pas du vrai fruit. Donc, c'est pour ça que nous, on était partis de balle sur... Tu as aussi du sucre. Et les gens cherchent de moins en moins des boissons sucrées. Par exemple, le Pan qui boit, qui est la cave sans alcool à Paris, ils me disaient qu'ils avaient beaucoup de... Juste à côté, ils ont une salle de sport, d'escalade. Bah, ils ont beaucoup de personnes qui viennent après. Et tu viens de dépenser 200 calories... à faire d'escalade, tu vas pas reprendre une boisson qui va te faire remonter 80. Enfin, t'essayes de. Exactement. Tu penses autrement, quoi. Ouais. Donc, ok, hyper intéressant. Et justement, alors, on reparle d'Instagram. Je vous cite une de vos légendes. 6 mai 2022, premier batch, c'est officiel. YOLO est né. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? En vrai, le premier sentiment, c'est de la peur. Parce que ce qui se passe, l'envers du décor, c'est qu'en fait, ton minimum de production, c'est 9000 bouteilles. Ok, énorme. Que toi, tu n'es pas brasseuse. Donc, ce n'est pas toi qui fais ta recette. Tu mets ça dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc, en fait, quand tu te rends à la brasserie et que tu goûtes, tu dis, OK, je viens de produire 9000 bouteilles. Donc là, je vais goûter mon produit. Ça a intérêt à être bon, quoi. J'ai mis toutes mes économies, sachant que tu sais très bien que tout ce que tu as goûté avant n'a rien à voir avec ce que tu vas goûter en production. Oui, parce que c'est fait pas du tout les mêmes contenants. Ouais. C'est fait de manière... c'est vraiment du homemade, donc ton travail fermentaire, il faut te projeter parce qu'en fait, il y a plein de faux... Enfin, pas de faux goûts, mais tu as plein de petits goûts qui vont pas être justes. Donc du coup, il faut vraiment projeter le goût que ça peut avoir une fois que tu vas le faire de manière brassicole réelle. Et donc, sachant que ça, on le savait aussi de notre expérience chez on le Cronenbourg. savait. Parce que c'était déjà le cas chez Cronenbourg. Ouais. Et encore. Et encore, c'était plus poussé parce que les tests étaient quand même beaucoup plus proches de ce que tu avais après une fois que c'était produit. Nous, c'était. Oui, ils faisaient pas sur 2-3 litres, ils font des tests sur. Je sais pas, ils ont un pilote beaucoup. qui fait 300 litres quand même. Donc, quand nous, c'est des petites dames Jeanne un peu à l'arrache. Qui maîtrisent pas très bien les températures. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce que tu vas voir. Nos copines ont fait des tests où elles goûtaient les produits. Les premiers, on était faut se projeter. Et on n'aurait jamais dû leur faire goûter parce qu'en fait, là, elles trouvent ça ignoble. Mais parce qu'elles n'arrivent pas à se projeter sur les différences et les choix à faire. Même si sur les derniers, ça allait mieux. Donc, vous en aviez combien quand vous faisiez tester des boissons différentes? On avait souvent 3 références à faire tester en même temps. Okay. On avait souvent 3 refs qui étaient sur des leviers différents où parfois tu testes la levure, les niveaux de framboise, le niveau d'infusion. Je pense que c'est dur si en plus tu te mets dans un conditionnement de oula, faut que je déguste pour mes potes qui vont vendre, donc faut que je sois à la fois bienveillante et à la fois que je leur dise la vérité. J'imagine c'est un peu le brief que vous donnez et à la fois il faut avoir un palais pour aussi pouvoir dire alors dans les 3 là je sais pas, j'ai cette préférence, mais parce qu'en fait, je sais pas, je sais même pas comment l'expliquer, quoi. Et ça, c'est le plus dur, en fait, parce que nous, il nous fallait vraiment des choses concrètes qu'on pouvait activer ou modifier. Et en fait, le j'aime pas, il nous aidait pas trop, donc il nous fallait en fait, c'est trop sucré, c'est pas assez sucré. Il nous fallait des vrais termes pour qu'on puisse retravailler, quoi, derrière. Et comment vous avez trouvé ces infos? Tu les fais parler, en fait, tu leur poses des... En fait, on avait fait des petites fiches de dégustation pour déjà, elles s'influencent pas l'une à chaque fois, parce que sinon, en fait... T'as la première qui parle et puis tu peux être sûr qu'elles vont s'influencer parce qu'elles ont peur de ce comme nous quand on fait des dégustations, tu fais toujours parler celui qui a le moins d'expérience
pour être sûr que son avis, en fait, il est hyper valorisé quand même. Et donc là, typiquement, on leur a fait remplir d'abord des fiches pour quand même, tu vois, elles sont sûres et comme ça, on peut les relire aussi derrière. Ouais. Et après, on avait mis plusieurs éléments, justement, qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce que tu as senti, laquelle tu as préféré. Donc, elles font le ranking sur ce qu'elles ont préféré. Donc, déjà, on voit s'il y a un truc qui en ressort ou pas. Et après, tu mets des mots dessus et après, du coup, tu vas gratter un peu de ce qui en ressort. Et c'était combien de personnes ? Il y avait une dizaine de personnes. Ok. Vos amis, vos familles Nos amis. Beaucoup amis, ouais. Ouais. Beaucoup amis, sachant qu'après, on a fait goûter à plus de monde, mais elle, c'était vraiment le cercle, on va dire. Alors, tu as différents types de tests, mais tests qualitatifs. Donc, ça veut dire que vraiment, là, tu prends tous les feedbacks et tous les mots, tout ce qui sort de leur bouche. Et après, vraiment, on fait goûter à un panel plus grand pour valider que la boisson plaît. Mais là, c'était vraiment la première étape. Et on leur faisait aussi tester les designs. Et elles nous ont aidés parce qu'on a changé complètement de design. À la suite, justement, où on leur a fait la dégustation et on leur a montré les premières pistes, dont une piste, on était persuadés de partir là-dessus. Ok. Et au début, on dit non, mais c'est normal, elles ont dit ça, mais voilà. Et un mois après, on s'appelle avec Pauline, on fait ok, on change tout, il n'y a rien qui va. Ouais. C'est ça qui est dur, je trouve, dans le feedback. J'ai un peu le même truc dans mon travail où, comme je suis product designer et je fais des applications, on fait souvent tester à des utilisateurs et on a aussi une règle du attention, un avis est un avis. Et c'est le cumulé, normalement, qui doit te faire prendre une décision en disant nous, on fait souvent des panels de 8 personnes parce qu'on considère que 5, c'est pas assez et que 10, 15, t'arrives déjà dans Enfin, t'as les mêmes avis qui reviennent. Exactement. Et donc 8, c'est un peu le bon niveau. Et ça doit être... Enfin, vous, ça vient aussi vous poser des questions et ça doit être dur de pas se dire attends, ça c'est qu'un avis, c'est qu'une personne, ok, mais peut-être qu'elle a ressenti ça. Enfin, en fait, je trouve ce qui est complexe avec le goût, c'est que quelqu'un peut adorer votre boisson et quelqu'un peut ne pas l'aimer, mais pas parce qu'elle est pas bonne, mais parce que c'est pas ses goûts en fait. C'est hyper personnel. Ouais. Et c'est pour ça aussi que dans le choix des personnes qu'on a mis dans ce panel, on s'est d'abord posé sur c'est quoi la cible de cette boisson qu'on va lancer en fait. Typiquement en termes d'âge, de sexe, d'habitude de consommation, d'habitude de vie, juste. Voilà, ok. Et alors, c'est qui la cible ? Bah, typiquement, alors, cœur de cible. Là, on est vraiment sur le cœur de cible parce que forcément, t'as plein d'autres personnes qui vont consommer ta boisson, mais on avait défini à l'époque, et je pense que c'est encore le cas, 25-35, plus féminin. Parce que c'est un fait, les palais plus féminins sont quand même plus sensibles à l'amertume et du coup plutôt urbaine, apte à envie de découvrir de l'innovation, des nouvelles choses. Oui, qui a envie de boire autre chose à l'apéro. Et qui n'aiment curieux. Et en avoir certaines qui ne prennent pas de bière ou d'autres qui prennent. Enfin, avoir des gens qui aiment la bière et d'autres qui n'aiment pas la bière, mais qui du coup pourraient en fait se retrouver à commander ce produit-là intéressant, tu vois. Ouais. Ouais, bah, en vrai c'est génial parce que je découvre la bière en ce moment. J'en buvais pas du tout avant et ça me pareil, c'est l'amertume. Alors ça a beaucoup pris mon porte-monnaie parce que résultat je commandais des gin tonic quand j'étais plus jeune, donc bon, pas toujours les meilleurs en plus. Mais je trouve que ça manque vraiment ce genre de boisson au bar quand t'as pas envie d'avoir la dose d'alcool trop forte d'un gin tonic puisque quand même en début de soirée à 19h, voilà. Et la bière qui est pas trop encore dans mon palais, même si je commence un peu justement avec les bières un peu citronnées parce que c'est un peu une première manière d'y aller, mais c'est clair que je suis trop fan de toutes les boissons qui sortent en ce moment et qui sont beaucoup plus orientées vers des moments de ta vie différents ou des moments de ton humeur différente aussi. Le midi, t'as pas envie de voir la même chose que le soir, ou même selon l'ambiance où t'as pas forcément envie d'avoir le shot d'alcool que tu peux avoir avec un gros cocktail ou juste le prix aussi qui peut te refréner. Et c'est marrant ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui adorent la bière qui nous disent en fait parfois j'ai envie d'un truc encore plus léger, donc sans gluten, frais, hyper frais l'été. Donc en fait t'as aussi beaucoup de personnes qui aiment la bière qui parfois se dirigent vers YOLO parce que c'est un moment particulier quoi. Ouais, puis c'est cool de voir des choses différentes aussi. Exactement. Enfin, tu vois, sur la partie low alcool, donc ce que nous on se dit être en dessous de 7 degrés à peu près, 97% de l'offre et des volumes c'est de la bière et 3% c'est du cidre. En fait, t'as le champ des possibles. Après, la bière, il y a énormément de catégories, de choses différentes, tu vois. Mais on se dit, en fait, t'as plein d'autres façons de fermenter, sur de la fermentation rapide pour aller justement chercher ce peu d'alcool. Et donc, du coup, t'as un champ des possibles qui est fou, en fait, finalement, quand on cherche un peu. Trop bien. Et donc, justement, on en parlait un petit peu. Donc, vous arrêtez votre aventure Cronenbourg à un moment donné, mais donc ça s'arrête en avril, si j'ai bien noté. C'est ça. Alors, il se passe pas tout en un mois, puisque vous avez fait beaucoup, beaucoup de taf en amont. Mais comment ça se passe ce moment où vous avez, tu m'as dit 9000 bouteilles, c'est ça ? C'est la brasserie qui vous donne ce quota, qui vous impose ça ? Ouais, c'est le minimum de production pour qu'eux s'y retrouvent aussi sur leur coût. C'est des 30 hectos. Voilà. C'est la plus petite. Ok, et ces 9000 bouteilles, vous en faites quoi ?
Enfin, je veux dire, ils vous les envoient, ils les gardent, comment ça se passe? Non. Parce que tu t'arrives pas. Ça représente de quoi, 9000 de bouteilles? stockage. 9000 bouteilles, t'as 7 palettes. Ok. Je m'en rappelle. Ouais. Sachant que justement, j'ai des flashs. On se dit, ok, il faut stocker ces 7000 bouteilles. Et on a quand même failli, et heureusement, on n'a pas fait ça. Ah oui. Le mari de Pauline Là, je vois des têtes. avait un garage. En banlieue parisienne. En banlieue parisienne. Il dit, si vous voulez, comme on n'a pas d'argent, il dit, je vous le prête. Très sympa, en vrai. Trop sympa. Donc on a failli, et heureusement que non, mettre nos bouteilles là-bas. Sauf qu'en fait, pour livrer c'est à la palette, il faut récupérer les produits, ça aurait été Et puis tu fais des allers-retours tout le temps. Des allers-retours tout le temps. Et puis même, en fait, il te faut une zone qui est accessible avec un tire-palette, parce qu'en fait, comment tu fais En fait, il faut un truc... garage en sous-sol, enfin, tu vois, tout était... Ouais, c'est pas possible. Enfin, tu vois, techniquement, en fait, on n'avait pas toutes ces infos-là, mais en fait, il te faut un lieu qui peut accueillir des palettes et qui peut récupérer des palettes. Un tire-pale doit pouvoir y accéder, ce qui n'était pas du tout possible. Ouais, et ça, tu t'en rends compte sur le moment. En fait, t'as du mal à te projeter avant, je pense, j'imagine. C'est ça, c'est en le faisant qu'on on s'est dit, mais heureusement qu'on n'a pas fait ça. Et t'es là genre, ok, j'ai pas d'argent, au prix que ça coûte, ce serait quand même cool, on fait des économies. Franchement, on était là genre, on va porter, c'est pas très grave, on ira là-bas. On va les porter 9000. Ouais. Mais pire idée du monde. Heureusement, on ne fait pas ce choix-là. Mais ça, c'est un peu la vie. Enfin, franchement, c'est la vie d'entrepreneur de à chaque fois faire le choix de OK, est-ce que vraiment j'investis pour ça? Est-ce que c'est une dépense qui est vraiment soit héroïste, soit vraiment qui va changer notre quotidien et nous permettre de faire autre chose qui va rapporter de l'argent à la boîte? Là, heureusement, on n'a pas fait ce choix-là. Du coup, on choisit un entrepôt en banlieue parisienne. Donc, nos 7 palettes partent en banlieue parisienne dans un entrepôt. Donc, elles partent tout de suite après la production. Par contre, elles doivent sortir de la brasserie tout de suite. Oui. Il n'a pas de quoi stocker, c'est plus son problème à ce moment-là. Lui, c'est tu prends tes trucs, tes clics et tes claques et tu te casses avec les produits. Merci, à la prochaine peut-être. J'espère que tu survivras pour une prochaine production. Courage. Et là, c'est le début, en fait, sur la partie logistique on a changé plusieurs fois de prestataire. Et ça, du coup, pour le coup, c'est avec le temps où du coup, tu trouves le partenaire le plus fiable, le partenaire le plus rentable aussi pour toi, celui avec qui ça fit, quoi. Donc, mais tu as toujours des YOLO aussi dans nos caves, dans ton salon, dans votre frigo, dans ton frigo. Donc, tu as toujours ta zone de stockage, qu'on va dire, est peu chère, et tu as tes zones tampons. Plus, on avait aussi une zone dans Paris qui nous permettait de livrer en vélo cargo rapidement. Ok, vous-même? Non. Non, mais par contre, ça nous arrivait de livrer nous-mêmes. Ceux qui n'étaient pas loin, donc on a acheté un Diable. Okay. Et du coup, on allait récupérer souvent dans la cave de Pauline les produits qu'on montait et on livrait. Mais sauf qu'en fait, on s'est vite rendu compte qu'on pouvait pas aller très loin avec notre Diable. Je crois qu'une fois, j'ai quand même fait 1,5 km. J'ai fait 1,5 km avec le Diable. Ouais, mais j'étais là, 35 €, c'est toujours ça d'économiser. C'est là où ton idée de caddie. Pourquoi pas, hein? Je pense qu'on peut mettre 2 packs sur un caddie, mais pas 4. Pas 15. Ça y est, elle commence à réfléchir. Justement, vous avez parlé d'avoir un partenariat avec des brasseries ou des distributeurs. Vous êtes associés. C'est un partenariat que vous avez fait. Comment ça se passe de gérer une affaire à deux? Alors déjà, moi, je l'aurais jamais fait toute seule. Donc à deux, je me dis que vraiment, c'est le fait de l'avoir fait toutes les deux qui a fait que je me suis lancée dans l'aventure entrepreneuriale. Donc être deux, c'est génial pour partager tous ses doutes, ses victoires aussi. Ça, c'est vraiment génial. Et après, c'est un peu comme un couple, quoi. Donc, on est tout le temps ensemble. Je vois plus Cynthia que mon mari. Donc c'est apprendre à bien t'entendre. Sachant qu'on est potes, nous, en plus. Donc, il y a toute cette gestion de arriver à gérer le fait d'être potes et de bosser ensemble. On est très différentes et en même temps très complémentaires. Ouais, c'est ce que j'allais demander un peu, s'il y avait des répartitions un peu naturelles des rôles qui se sont faits au fur et à mesure. Ouais, il y a des répartitions qui se sont faites. Quand on est parti chez Cronenbourg, moi, j'avais pas forcément envie de continuer à faire du marketing. Je voulais plutôt me développer sur d'autres sujets. Plutôt naturellement. Au début, on a toutes les deux tout fait. Parce que le début, c'est vraiment... Je pense qu'au début, on savait pas trop. Donc, Pauline avait quand même... moi, je pense qu'on voulait toutes les deux faire autre chose. Mais moi, j'aime bien le marketing, ça me dérangeait pas d'en refaire. Et on savait que le commercial, on voulait toutes les deux faire un peu de commercial. Ouais, donc, c'est qu'on allait toutes les deux en avoir. Par contre, moi, la finance, j'avais pas du tout envie. Pauline, elle était à moi, ça peut me faire kiffer de faire la finance et de la compta. J'adore les chiffres. Donc, je disais genre, écoute, moi, je reprends un peu de market, prends finance compta. Mais on s'est dit quand même... Ce qui est marrant, c'est que c'est toi qui faisais de l'analyse chez Cronenbourg. On faisait toutes les deux l'analyse. Toutes les deux. Ok, d'accord. Ok. Parce que je me suis dit, si t'étais très chiffre, ça... Analyse, j'aime bien, mais compta, c'est encore... Oui. C'est autre chose. J'aimais bien gérer les budgets aussi. mais j'étais...
j'étais contente de pas avoir cette charge mentale, mais on s'est un peu dit, et c'est un peu une erreur qu'on a fait au début, on s'est dit, on va tout faire toutes les deux. Tu vois, genre, les réseaux sociaux à la base, ni l'une ni l'autre voulaient le faire, donc on s'est dit, chacune doit poster. Sauf que t'as un truc assez naturel qui se fait, où en fait, ça l'excite pas de fou de le faire, donc je vois qu'elle le fait pas, et en même temps je sais que c'est hyper important, du coup je prends le lead, et finalement plus tu fais, plus tu prends du plaisir à le faire, et donc du coup en fait il y a des choses qui sont arrivées un peu comme ça, qui ont repris. Par contre il y a eu un moment où il a fallu quand même mettre des mots dessus, en fait il faut clarifier qui fait quoi, pour qu'en fait t'aies pas de non-dit, et ça c'est je pense le plus important dans une relation, surtout quand t'as une relation amicale autour de ça, parce que du coup tu vis ton truc, au début t'es un truc de copine, mais en fait au fur et à mesure que la boîte avance, les enjeux avancent aussi. Il faut qu'il y ait des choses qui fonctionnent. Et donc du coup, il faut commencer à se structurer et à clarifier les sujets. Et c'est là où du coup, on a commencé à mettre finalement tous les process dont on voulait se débarrasser, qu'on a fini par en remettre, mais à notre échelle, obligé, pour créer des moments de parole, pour discuter sur certains sujets, pour en fait faire des fiches de poste hyper claires sur qui fait quoi, parce qu'il y a des sujets volants qui sont des entrants que t'as pas prévus. Mais en fait... toi, tu dis, c'est à elle de le faire, elle a dit, c'est à elle de le faire, du coup, personne le fait, ou alors tu vas le faire, mais en fait, du coup, tu vas être là, ouais, mais tu pas à moi de le faire. Et en fait, c'est stérile, tu vois. C'est juste un truc où, en fait, on se dit, voilà, toutes les demandes de partenariat sur Instagram, c'est toi qui le gères ou c'est moi. Ok, au moins, c'est clair dès qu'on reçoit une demande entrante. Puis même pour les gens, je parle à qui, en fait. Exactement. À qui de YOLO je vais discuter pour tel ou tel sujet. Ouais. Et alors, c'est quoi, si vous deviez dire votre fiche de poste fiche de poste aujourd'hui. Alors, du coup, Cynthia gère plutôt la partie marketing, communication, événementiel et commercial, parce que commercial, en fait, on en fait toutes les deux. Et moi, de la partie commerciale, finance, supply, du coup, production, logistique, quoi, on va dire. Sachant que là, tout de suite, aujourd'hui, il y a un petit bouleversement quand même dans nos missions, puisque du coup, je suis enceinte. Félicitations. De 6 mois. Donc, le terrain et la partie... Soon. Il y a une livraison soon. Dans 3 mois, et un nouveau membre dans la team, non actif. Mais du coup, il y a toute une réorganisation sur la partie terrain. Parce que quand on dit commercial et qu'on a une jeune marque, c'est forcément aller dans les bars, pousser la porte, faire goûter, etc. Donc, il y a une organisation, on va dire, un peu opérationnelle là, où du coup, agilité d'entrepreneur, on réorganise un peu l'émission. Donc Cynthia reprend plutôt la partie terrain que je ne peux plus faire. Et moi, je la décharge sur des parties marketing comme la presse, la communication. Ok. J'avais prévu ça pour plus tard, mais en vrai, je me dis que c'est intéressant d'en parler maintenant, si tu veux. Ouais. Comment est-ce qu'on vit justement ce projet qui est un autre... Enfin, YOLO, c'est un peu votre bébé, j'imagine. Ça, c'est un nouveau bébé qui est... physiquement un vrai bébé, on va dire, même si YOLO est physiquement là. Comment est-ce que tu vis ça par rapport à tes projets perso et toi, après, ça m'intéresserait aussi de savoir comment est-ce que toi tu le vis personnellement et ce que ça change pour toi, parce que c'est aussi un bouleversement pour toi dans vos vies. Ouais, carrément. Je pense que le premier sentiment, c'est la peur. Encore une fois, j'ai l'impression de dire la peur à chaque fois, quoi. La peur parce que, en fait, tout de suite, tu te dis comment je vais gérer ces 2 bébés face à face. Et en même temps, tu te dis, je peux être mère et entrepreneuse à la fois, et je veux l'être. Il y a la peur aussi de te dire, est-ce que je vais abandonner mon associé voilà, il y a un peu tout qui se mélange, je pense. Le premier sentiment, tout se mélange un peu. Après, il y a l'excitation, forcément, parce que tu te dis, c'est quand même une super nouvelle, donc ça va être génial. Et après, tu as le mode warrior activé, qui est le 3e, je pense, où en fait, tu te dis, OK, comme d'habitude, à chaque problème, on va trouver une solution, on va s'organiser, et c'est une question d'organisation. Et voilà. Le côté pragmatique qui sort et qui revient à trouver des réponses. Exactement. Mais je pense que le tout premier sentiment, c'est waouh, ça fait beaucoup. On a 2 ans de boîte, etc. Donc ça, c'était le tout premier. Et puis après, voilà. Et justement, dans nos échanges, il y avait un peu la question de est-ce que... on discutait d'est-ce que tu prends des vacances, est-ce que tu as le droit de prendre des vacances. Je ne vais pas du tout dire que les congés maternité est des vacances, parce que ce n'est pas le cas. Mais comment est-ce que tu vois les choses? Parce que quand tu es entrepreneur, c'est pas, tu as le droit à quelque chose? Alors, tu as le droit... en fait, il y a le est-ce que tu as le droit financièrement, est-ce que tu as le droit opérationnellement dans les faits. Donc financièrement, oui, parce qu'en fait, ça dépend de ton chômage. Enfin, c'est des choses à regarder selon ta situation, quand est-ce que tu as quitté ton job, etc. Opérationnellement, c'est très différent et c'est très propre à chacun. Typiquement, du coup, j'ai pas mal échangé avec des entrepreneuses mômes pour prendre des retours d'expérience, du coup. C'est très propre à chacun.
Nous, dans notre organisation, la manière dont on voit les choses et où je vois les choses aussi pour mon congé, c'est plutôt de se dire, en fait, tant que je peux bosser pour la boîte, je vais bosser pour la boîte. Donc, si je peux aller jusqu'au 9e mois et voilà, c'est... Quitte à bosser de chez toi, peut-être. Exactement. Alors, il y a une partie métro qui va être un peu plus compliquée à la fin, mais du coup, de bosser au maximum. Et après, sur l'après, forcément, tu es consciente que quand tu es entrepreneuse, tu vas pas prendre 2 mois et demi après et tu vas reprendre un peu plus tôt, etc. Donc, c'est un congé qui est moins long. Je pense qu'il y a quand même un moment, en fait, sur ce que j'ai cru comprendre des retours d'expérience sur les 3 premières semaines, 1 mois, où c'est vraiment important de connecter quand même avec ton bébé et d'avoir ces moments ensemble. Mais en tout cas, tu es consciente que quand tu es entrepreneuse, tu as 2 bébés à gérer et du coup, tu réduis le timing, quoi. Ok. Et pour toi, comment ça se passe comment tu vois un peu ce moment En fait, c'est comme chaque projet. Moi, j'ai besoin qu'on soit clair sur comment on avance et comment il est structuré. Donc, c'est pour ça que c'était hyper important pour moi que Pau puisse rencontrer d'autres entrepreneuses pour voir qu'elle ait conscience de comment elle va être, que moi, du coup, je puisse savoir comment je dois gérer aussi la situation sans elle et comment on trouve. Le fait d'avoir un bébé, je pense qu'il est différent aussi au niveau de boîte où on est. Et c'est vrai que nous, je pense on a 2 ans de boîte, on a un moment hyper complexe, on est en plein milieu de la saison. Donc, il nous ramène plein de challenges et d'opportunités de la même manière, puisqu'il nous force à réfléchir différemment et être hyper efficace sur tout ce qu'on fait. Et à la fois, vous n'êtes pas au lancement. Et on n'est pas au lancement non plus. Vous n'êtes pas au moment où... je trouve que vous avez peut-être déjà quand même 2 ans d'expérience. Vous avez déjà fait 2 saisons. Donc, vous avez des réflexes, je pense, de saisonnalité. À tel moment, il faut faire ci, il faut faire ça. Il y a tel ou tel salon. Vous découvrez peut-être moins de choses. Alors, je dis pas que ça va être facile, mais je pense que ça reste quand même un moment qui est plus opportun que on se lance et ça arrive milieu 2022, quoi. Ça aurait été un peu challengeant, je pense. Je sais pas. En vrai, je c'est sais toujours pas challengeant. C'est ça. Je sais pas. Peut-être que l'année prochaine, il y aurait eu un autre challenge. Oui. Peut-être que... Je pense que c'est jamais le bon moment. Enfin, ce sera jamais un moment parfait. On va dire... Là, c'était vraiment le bon moment. Là, du coup, ça tombait vraiment pile poil. Oui, parce que dans 2 ans, il y aura d'autres objectifs, il y aura d'autres challenges. En fait, c'est que là, aujourd'hui, nos objectifs, ils sont déployer le business de manière très factuelle. Donc, c'est sûr qu'en fait, c'est un challenge. Et en fait, il faut s'accommoder de ça. C'est pour ça que tu vois, sur l'émission, tu vois, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va pas envoyer une femme enceinte, tu vas rentrer dans des bars avec un petit bidou, tu vois, ça n'a pas de sens non plus. Donc, vendre une boisson alcoolisée. C'est surtout ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est mal perçu ? Autre que ça, pour moi, c'est même l'image, tu vois. Enfin, est-ce que vraiment on a envie d'être une marque, même si on est hyper engagé Je trouve que c'est pas très sérieux de le faire, tu vois. Enfin, je trouve que c'est pas l'image que j'ai envie de véhiculer. Puis opérationnellement, tu vois, c'est bête, mais tu fais goûter son produit à un bar. J'adore. Alors, on se parle de goûter, hein, on va pas prendre l'apéro avec chaque bar, mais j'aime bien goûter le produit en même temps que lui. Ouais, tu trinques. Et oui, et puis tu vois, et il te fait un retour et il dit bah voilà, moi je ressens ça. T'aimes bien l'avoir aussi et du coup le ressentir en même temps. Ça, typiquement, je le fais plus, bien sûr, mais du coup, c'est des petites choses, mais en plus de l'image, quoi, qui est... Ok. Mais c'est vrai que tu vois, dans les discussions qu'on a pu avoir, parce que du coup, moi aussi, j'ai contacté d'autres personnes, qui étaient les autres, pour les partenaires off-mom. Et les partenaires off-mom, en fait, c'est un sujet que je connais... Pauline, je connais son mari, je sais que le projet bébé allait arriver à un moment ou à un autre, donc on était assez clair sur ça. Et donc, je savais que ça allait arriver. Et c'est comment tu le gères. Et en fait, dans un monde idéal, dans une boîte normale, tu vas prendre quelqu'un pour le remplacer. Sauf qu'en fait, dans une start-up, tu remplaces jamais vraiment une fondatrice. Donc, même si on avait l'argent et qu'on a pu en prendre quelqu'un pour la remplacer, de toute façon, ça n'aurait jamais été elle. Pour un temps court en plus, plus ou moins court. Mais en plus, là, on peut pas on n'a pas ce luxe de pouvoir le faire. Donc, c'est là où, du coup, tu dois tout réfléchir. Mais du coup, c'est... comme la vie entrepreneuriale, ok, projet. Et moi, je me dis, ok, en fait, on se dit, ok, théoriquement, là, normalement, le bébé, il n'est pas censé arriver. Ça, tu peux le gérer, ça, tu peux pas le gérer. Et du coup, tu te fais un petit rétro-planning et tu as tes petits trucs de buffer entre les deux. Et on voit à la semaine comment ça évolue. C'est un projet. Exactement. Ouais. C'est un projet, vraiment. Ça, et encore, on a de la chance aussi qu'elle ait une grossesse extraordinaire. Parce que déjà, elle est hyper opérationnelle à 6 mois. Et tu vois, moi, c'était une des peurs aussi que j'avais. Ouais, parce qu'en fait, ça s'arrête 6 avant. Mois, et 3 mois d'absence et 1 an et demi, un an d'absence, si ta grossesse elle est hyper difficile, si t'es fatiguée et autres, si t'es alitée ou autre, ce qui n'est pas de son fait en fait. Moi, c'est plus ça qui me faisait peur en fait, de me dire, on peut gérer, mais 1 an toute seule. Ouais. Je me dis, est-ce que mentalement et psychologiquement j'aurais pu le gérer ? Et je suis pas sûre.
Ok. Si je l'aurais fait en vrai, mais ça Ça m'arrange Ça pas aurait l'avoir pas fait. été voilà, ok. Ça aurait ok. été plus dur. Il y a Je toute la comprends. question des 3 premiers mois aussi qui sont souvent hyper durs. Donc, même les 3 premiers mois où en fait ça se voit pas, on se disait comment ça va se passer, quoi. Donc, Ok, fou. Et si on revient un peu sur votre duo, est-ce que, avec 2 ans d'expérience, est-ce que vous auriez des conseils à donner à quelqu'un qui réfléchit à s'associer ? Qu'est-ce que vous pourriez donner comme tips pour faciliter ça ? Trouver quelqu'un qui est complémentaire, soit en termes de compétences, mais aussi en termes humains, tu vois, de personnalité. Tu vois, par exemple, donc nous, typiquement sur le papier, on est les mêmes, on a fait la même forme, enfin, on a fait du commerce, on a fait du marketing, enfin, je veux dire, on a fait plus ou moins les mêmes métiers. Par contre, en termes de personnalité, on est très différentes, ce qui fait que dans le business, moi qui suis très fonceuse, qui pourrait couler la boîte en 2 secondes parce que j'ai dépensé tout l'argent, bah, je me fais rattraper par la patrouille qui du coup ne dépenserait pas un centime et du coup on n'avancerait sur rien si elle n'était pas là. Mais du coup, c'est vraiment le... J'adore. c'est clairement ça. Non, mais c'est clairement ça. Cynthia, elle lancerait 10 produits dans la semaine si elle pouvait, tu vois. Et non, mais c'est vrai que c'est dingue. Enfin, franchement, le côté complémentarité des personnalités, je pense qu'on l'avait pas assez en tête quand on s'est lancé en plus. Et on s'en rend compte au fur et à mesure. Par contre, il y a un truc aussi, c'est communiquer à fond, par contre. Donc, prendre quelqu'un, s'associer avec quelqu'un qui communique et qui n'a pas peur de communiquer. Parce que vraiment, pour le coup, c'est la clé sur la partie communication, je trouve. De se parler. Ouais. Oui, en fait, nous, on a mis en place des process pour se forcer à se parler là-dessus. Il y a même des trucs sur lesquels on a accompagné. Tu vois, on voit un coach, une sorte de coach thérapeutique pour normal en vrai. pour c'est dire un couple business que vous formez. Ouais, exactement, pour dire bah ok en fait moi je suis ça, toi t'es ça, quand on se dit ça, qu'est-ce que t'entends, qu'est-ce que tu comprends, tes ressentis, donc se dire quand même la personne avec qui tu vas être, faut se projeter sur le fait que tu vas travailler probablement longtemps avec, donc faut quand même se dire soit je vais être hyper business et en fait cette personne je la vois pas, j'ai pas, tu vois, tout le monde n'a pas besoin d'être pote avec son associé, tu vois, mais nous c'est en tout cas c'est des choses. Parce que chez Cronenbourg, on était potes avec nos collègues, donc c'est des choses qui étaient aussi importantes pour nous, je pense, d'avoir ce milieu-là. Et je pense que tu as aussi le pacte d'associés, malgré tout, parce qu'en fait, le pacte d'associés te force aussi à poser des questions que tu ne veux pas te poser ou que tu n'as pas besoin de te poser. Nous, on l'a fait assez tardivement, parce qu'on nous a forcé à le faire pour rentrer dans un réseau d'entrepreneurs. Mais heureusement, tout s'est bien passé entre le moment où il y a eu ça et même maintenant, on n'a pas vraiment besoin du pacte d'associés, donc on a dépensé 2 000 € pour rien. Mais je pense que néanmoins, ça nous a forcé à poser des questions qui étaient essentielles. Parce que du coup, tu dis, OK, tu dois mettre des clauses de dans 3 ans, si je veux partir ou si je veux faire autre chose, est-ce que... non, bah, OK, en fait, est-ce que tu comptes être là dans 3 ans ou est-ce que tu veux partir dans 3 ans? Donc du coup, tu te poses aussi beaucoup de questions sur comment ça va se faire. Et je pense que c'est... Tout le monde te le dit, mais c'est toujours hyper important d'imaginer le pire. Parce qu'en fait, c'est ce qui peut se passer. Ouais, c'était l'une de mes questions. Est-ce que vous avez vécu chez Cronenbourg un coup dur ou un moment où tout n'était pas tout beau, tout rose et ça a un peu testé vos limites? Enfin, que je dis Cronenbourg ou même le début de YOLO où... Enfin, tu vois, c'est un peu le tout va bien, c'est super, on se parle, on communique bien, et puis il y a le moment où il y a un peu le moment de crise où il y a un truc à gérer, et c'est là où tu testes la vraie communication en fait. Bah, nous, on l'a eu. Ouais, juste avant le coach, justement. Ok, Ce qui nous a emmené à le coach dire, arrive après, Ce qui nous a emmené à dire on va avoir un coach, parce qu'en fait, il y a des sujets sur lesquels là, on n'arrive pas à se communiquer, à comprendre. Et on sait aussi que les causes de fermeture d'une entreprise, bah, c'est la relation d'associé, c'est le problème numéro 1. Du coup, on se dit, OK, on est potes à la base, on a envie de travailler. Pour nous, c'est hyper important de travailler dans une bonne humeur. Donc, si on n'arrive pas à débloquer certaines choses, on n'arrive pas à dire certains éléments, il y a un truc qui ne va pas fonctionner sur le long terme. Et donc ça, vous l'avez pris quand, le coach? On a démarré il y a quoi, il y a 2 mois, 3 mois? 3-4 mois. Ouais, début d'année. Okay. Début d'année, on a commencé à se mettre dans cette logique-là. C'est cool que vous ayez fait. Comment vous avez trouvé? Alors, réseau. En fait, moi, pour le coup, j'ai pensé à une personne de mon réseau. Cynthia a pensé à une personne de son réseau. On a discuté avec les deux, puis finalement, on est parti avec J'ai une pote entrepreneuse qui voyait quelqu'un. Elle est solo entrepreneur. Okay. Et donc, du coup, elle se fait accompagner. Elle se fait accompagner parce qu'elle a besoin de ping-pong, quoi. D'échanger et d'être stimulée là-dessus. Donc, je sais qu'elle voyait cette personne-là. Je me suis dit, est-ce que tu penses qu'elle peut nous accompagner, nous? Elle me dit, bah écoute, échange avec elle. Elle me dit... je connais des potes qui l'ont déjà fait aussi avec elle, donc je pense que ça peut le faire. Et donc, du coup, on a rencontré les 2 personnes. Il y en a un qui était en fait finalement plus organisation stratégique ou autre, donc ça aurait peut-être quelqu'un qu'on aurait peut-être plus pris pour nous accompagner, je sais pas, sur la strat à 3 ans. Des choses comme ça où on aurait besoin d'être structuré ou autre. Et elle est plus
coach psy à moitié, où Ouais. tu vois, elle va te dire, analyser coach, ouais. ce que tu as dit, les mots, les choix. Donc, je suis le feu, Pauline Hello. Comment vous communiquez normalement? Sachant que vraiment le sujet, nous, c'était plus sur la communication. Parce que pour le coup, sur les prises de décision, enfin voilà, c'est moins sur ces... On a plutôt la même vision pour la boîte et sur la suite. Donc, c'était vraiment sur la communication. Donc, c'était plus adapté c'est clé, hein. au sujet. Comment tu te parles, comment tu t'exprimes, comment est-ce que tu t'assures que tu gardes pas pour toi quelque chose qui s'est passé hier C'est ça. Sinon, c'est la crise, quoi. Ouais, Exactement. Ok, c'est génial, j'adore. Et j'ai une dernière question pour clôturer cet épisode. Et si on parlait un peu de Cricri et Coco J'adore. Je précise vos mamans. Comment est-ce qu'elles ont réagi quand vous leur avez annoncé que vous allez vous lancer dans l'aventure YOLO? Déjà, est-ce que vous leur avez fait une annonce? Comment vous leur avez dit un peu, on quitte tous, enfin, vous les avez commencé en amont, mais... Je pense que ça s'est fait plus ou moins au fur et à mesure, parce que du coup, je pense qu'on leur parlait du projet. Mais alors moi, ma maman est... Alors, c'est laquelle? Moi, Je sais c'est pas Cricri. sûre. Ok, d'accord. Cricri, elle a un peu peur de tout. Donc, elle ne comprend pas le concept de se dire, tu as un très bon travail chez Cronenbourg, dans une grosse société, tu ramènes un salaire. Pourquoi tu ferais l'idée, chose, enfin. Ce qui est un peu l'inverse de mon père. Et du coup, je pense qu'elle ne comprenait pas le concept. Par contre, elle me fait confiance. Donc, elle avait confiance sur cette partie-là. Mais vraiment, c'était genre, mais t'es sûre? Tu vas quitter ton CDI? Et ça, je pense que pour elle, c'était... mais même mais toutes les personnes, quand, je sais pas, une fois, elle avait discuté avec d'autres potes, il lui dit qu'il avait changé de job. Et elle dit, mais il travaille dans une si grosse compagnie, pourquoi il va partir dans une autre... Mais c'est peut-être aussi... de nos parents, tu vois, ils font 20 ans, 25 30 ans dans les boîtes, dans les mêmes boîtes. Du coup, pour eux, changer de boîte, et encore plus sur l'entrepreneuriat, c'est un concept qu'ils ne comprennent pas, en fait. Ouais. Mais ils ont quand même été très support sur le fond. Et ça, je pense que ça reste quand même hyper, hyper important. Ok. Et alors, moi, Coco Dédicace. Coco, moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où on lance notre boîte, 1 an avant, mon mari a lancé sa boîte. Ok. Donc, je pense qu'il y avait un double truc de... Alors, à la fois rassurant, parce qu'ils ont l'air de savoir ce qu'ils font, parce qu'ils font ça tous les deux. Et en même temps, hyper flippant, parce que du coup, on avait quand même acheté un appart, donc il y a un crédit à rembourser, on est tous les deux en train de quitter notre job, etc. Après, je pense que j'ai un peu cette nature-là, et c'est ce qu'on identifie aussi avec la coach, à rassurer, minimiser les risques et tout sur... Donc, je pense que... Oui, quand tu prends une décision, t'as déjà... enlever des choses, quoi, des peurs ou des craintes ou des... Ouais. Voilà, et puis eux, je les ai pas mal rassurés en fait en leur disant, vous inquiétez pas, je suis à Paris, si jamais ça fonctionne pas, je retrouverai un job, tout va bien se passer. Ouais, en fait, il y a eu beaucoup ce truc-là de ça va bien se passer en fait. Donc en fait, ils n'ont pas été... je pense qu'il y a limite plus d'appréhension après 2 ans finalement, de se dire en fait, est-ce que vraiment elles vont arriver à se payer à un niveau comme elles se payaient avant. En fait, au début, il y a un peu ce truc de vas-y, lance-toi. Et ce truc quand même de fierté. Moi, j'ai ressenti dans les yeux de ma mère quand elle a goûté sa première YOLO de c'est toi qui as créé ça. Vraiment, il y avait ce truc-là de peur, mais en même temps fierté. Et je ressens limite plus la pression maintenant. De me dire en fait, est-ce que vraiment c'est à la hauteur de tes attentes, quoi. Oui, parce qu'il y a peut-être plus le côté... il y a moins le côté nouveau du début, tu te lances, alors, etc. Là, vous avez votre produit, alors il peut évoluer, la marque peut évoluer, mais vous avez votre concept en tête, et c'est moins de la nouveauté pour les gens, j'imagine, qui vous connaissent depuis X. C'est plus maintenant, oula, ok, c'est quoi vos galères? C'est un peu la réalité du terrain, quoi, que vous partagez, j'imagine, dans vos familles quand vous rentrez ou autre. Ouais. Est-ce que YOLO, ça marche? Cette question. Ah ouais, tout le temps, à Noël. C'est normal. En fait, c'est normal parce que les gens, je pense que, peut-être que je l'ai fait d'ailleurs avec des entrepreneurs par le passé, je le ferai plus, mais cette question de est-ce que ça marche, ne veut tout et rien dire. C'est quoi ta question? Est-ce qu'on se paye? Est-ce que je fais 1 million de chiffre d'affaires? Est-ce que, oui, c'est quoi le succès pour toi, quoi? C'est ça. Et t'as déjà. Donc maintenant, je demande c'est quoi pour toi? Ça marche? J'ai quand même quelqu'un qui m'a répondu un jour, est-ce que tu es heureuse? En vrai, j'ai trouvé être une très jolie réponse. Mais du coup, c'est vraiment très... ça dépend des gens, en fait. Ouais. Donc, mais oui, en tout cas, on est vraiment dans cette période charnière où, en fait, les gens nous demandent des nouvelles parce qu'ils s'intéressent aussi au projet. Donc, Ok, trop bien. Et je trouve que ça nous fait un super premier épisode pour revenir à l'origine de YOLO. Et on va passer au deuxième, on va parler de la marque et des produits. À tout de suite. À tout de suite. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle histoire entrepreneuriale dans la boisson. En attendant,
N'hésite pas à t'abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode et à mettre 5 étoiles si ça t'a plu. Moi, ça me motive à continuer. Tu peux aussi nous retrouver sur Instagram à origine.podcast. J'y mets notamment des photos assez exclues qui te permettent de rentrer encore plus dans les coulisses. Je t'en dis pas plus et à très vite.